Imagine un pilote qui provoque un crash volontairement, un autre qui reçoit des plans secrets d'un rival et des guerres de nerfs dignes d'un film d'espionnage entre deux champions. Bienvenue dans les plus gros scandales de la F1 et du MotoGP. Aujourd'hui, on plonge dans les dessous les plus sombres du sport automobile et moto, triche, mensonge, favoritisme. On va passer en revue les plus grandes polémiques qui ont secoué ces deux disciplines mythiques. Crashgate 2008. En 2008, lors du tout premier Grand Prix de Singapour en nocturne, l'équipe Renault aurait délibérément provoqué un crash pour aider son pilote Fernando Alonso à gagner. Ce sabotage organisé impliquerait également le deuxième pilote de l'équipe, Nelson Piquet Jr. Ce scandale explosera un an plus tard et bouleversera l'image de la Formule 1. Alonso part alors 15e sur la grille et il part très léger en essence et s'arrête dès le 12e tour, donc beaucoup trop tôt. À ce moment-là, tout le monde s'étonne de cette stratégie et au tour 14, Nelson Piquet Jr. part en tête à queue avec une assez haute vitesse et s'écrase contre le mur sans aucune raison apparente car aucun pilote n'était proche de lui. Mais cet accident provoque alors la safety car et là, bingo pour Alonso. Tous les autres pilotes s'arrêtent pendant la safety car, sauf Alonso, puisque lui l'a déjà fait 2 tours plus tôt. Il se retrouve donc en tête de la course et gagne. À la fin du Grand Prix, tout le monde s'étonne mais personne ne parle encore de tricherie. Beaucoup pensent à un coup stratégique chanceux. La bombe va finalement exploser un an plus tard, en août 2009, quand Nelson Piquet Jr. est viré de chez Renault et en représailles, il va alors tout balancer à la FIA. Il affirme que Flavio Briatore, le team principal, et Pat Symonds, le directeur technique, lui ont demandé de s'écraser volontairement à un endroit précis et à un moment stratégique. Il explique qu'il était jeune, sous pression et qu'il a obéi pour garder son baquet. La FIA va alors mener son enquête pendant plusieurs semaines. Au début, Renault va nier en bloc jusqu'au 16 septembre 2009, où ils vont finir par avouer. Résultat, Flavio Briatore est banni à vie. Bon, après, sa peine a été levée en 2010 pour vice de forme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est à la tête d'une autre écurie. Pat Symonds, lui, va être suspendu 5 ans et réintégré plus tard. L'équipe Renault va être mise à l'épreuve pendant 2 ans et une grosse amende avec sursis. Nelson Piquet Jr. lui sera immunisé mais sa carrière en Formule 1 sera terminée et Fernando Alonso sera officiellement blanchi. La FIA a considéré qu'il n'était au courant de rien. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi un tel plan a été mis en place. C'est là tout le mystère de cette histoire. Alonso était clairement hors course pour le titre de champion du monde. Il était à l'époque 9e du championnat, il n'avait que 28 points après déjà 14 courses. Et les leaders Hamilton et Massa sont déjà très loin avec 70 et 75 points, donc il n'y avait aucune logique à faire ça. Mais alors, pourquoi tricher ? En 2008, l'écurie Renault est moyenne, ils sont très loin des Ferrari, des McLaren et des BMW et une victoire inattendue aurait redonné du crédit à l'équipe face aux sponsors et Flavio Briatore voulait montrer que le pari Alonso revenu chez Renault après McLaren n'était pas un échec. Ils ont risqué la vie d'un pilote et la crédibilité de tout le sport juste pour une victoire sans enjeu au championnat. Spygate 2007. En 2007, McLaren est accusé d'avoir reçu et utilisé des informations ultra confidentielles de Ferrari, son principal rival. Un de ses ingénieurs, Mike Coughlin, avait en sa possession plus de 700 pages de documents techniques secrets subtilisés par un ex-employé de Ferrari, Nigel Stepney. Ferrari et McLaren sont les deux géants de la F1 cette année-là. McLaren aligne un duo incroyable, Fernando Alonso, double champion du monde, et Lewis Hamilton, rookie ultra prometteur. Ferrari, elle est menée par Kimi Raikkonen et Felipe Massa. La saison est très serrée, tendue voire explosive dès les premières courses, mais pendant que la lutte fait rage sur le circuit, une guerre d'espionnage commence en coulisses. Nigel Stepney est cadre technique chez Ferrari, il est à l'époque frustré et en désaccord total avec l'organisation, et Mike Coughlin, lui, est ingénieur chez McLaren et c'est un grand ami de Stepney. Stepney va alors voler les plans secrets de la Ferrari F2007 et les transmettre à Coughlin. Coughlin va alors se rendre chez un imprimeur et en faire une copie. Bien sûr, il y va en plein jour et avec sa femme. L'imprimeur va alors tout de suite alerter Ferrari et Ferrari portera plainte contre X pour vol de documents techniques le 23 juin 2007.
Bien sûr, la FIA lance une enquête officielle et l'enquête explose. Les preuves vont s'accumuler, les documents vont être retrouvés chez Couglan. Ils vont aussi trouver des emails internes prouvant que d'autres membres de McLaren étaient au courant, mais aussi des échanges entre Alonso et De La Rosa qui mentionnent des données Ferrari comme la pression des pneus, le poids, etc. Et là, coup de théâtre, en août 2007, Alonso en froid avec McLaren, parce que ça ne se passe pas bien entre lui et Hamilton, menace alors de révéler des infos compromettantes à la FIA. Il transmet des emails internes montrant que McLaren a bel et bien utilisé les données de Ferrari. C'est le 13 septembre 2007 que le verdict tombe. McLaren est exclu du championnat constructeur 2007. L'écurie doit payer 100 millions de dollars d'amende, la plus grosse amende de l'histoire du sport à l'époque. Hamilton et Alonso sont eux autorisés à continuer le championnat car ils ont coopéré avec la FIA. Les vrais pourquoi de l'affaire, déjà, pourquoi Stepney a-t-il trahi Ferrari ? On savait qu'il était frustré par son statut et qu'il était en froid avec la direction, il voulait partir mais avec des moyens de pression. Ensuite, pourquoi McLaren a-t-elle accepté ces infos ? Probablement pour analyser les points forts de Ferrari, mais ils avaient sous-estimé l'ampleur de la fuite. Après tout ça, Alonso sera viré par McLaren à la fin de la saison et McLaren sera épié par la FIA pendant plusieurs années. Grand Prix des USA 2005, la farce des pneus. Le 19 juin 2005, lors du Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, 14 voitures sur 20 ne prennent pas le départ à cause de problèmes de sécurité liés aux pneus Michelin. Résultat, seules 6 voitures équipées de pneus Bridgestone prennent le départ. La course se transforme en farce historique sous la huée bien sûr de milliers de fans furieux. À l'époque, la F1 autorise 2 fournisseurs de pneus, donc Michelin, qui étaient utilisés par la majorité des teams, McLaren, Renault, Toyota, etc. et Bridgestone, qui étaient eux utilisés par Ferrari, Jordan et Minardi. Mais lors des essais libres, Ralf Schumacher, qui roule chez Toyota, subit un crash à très haute vitesse dans le virage 13, qui est un virage rapide. Ce crash est dû à son pneu arrière qui a éclaté, et Michelin découvre alors un problème structurel sur ses gommes. Après analyse, les 7 écuries qui utilisent les gommes Michelin déclarent les pneus inutilisables sur cette portion du circuit car il y aurait trop de charge latérale. Michelin va aller dire à la FIA puisqu'on ne peut pas garantir la sécurité, installer une chicane pour ralentir le virage 13. Max Mosley, le président de la FIA, va refuser, jugeant ça injuste pour les écuries qui roulent avec les Bridgestone, mais autorise tout de même les écuries Michelin à courir, mais à leur risque. Les 20 voitures vont prendre le départ pour le tour de formation, et les 14 voitures avec les pneus Michelin rentreront au stand à la fin de celui-là. Donc seules les 6 voitures qui roulent avec les Bridgestone prendront le départ du Grand Prix. Ce jour a renvoyé une image catastrophique pour la F1 aux États-Unis, et après ça, Michelin va faire des excuses officielles. Ils vont aussi rembourser l'intégralité des billets des spectateurs présents ce jour-là et finiront par se retirer de la Formule 1 en 2006, en partie à cause de ce scandale. Les États-Unis, eux, resteront très méfiants envers la Formule 1 jusqu'à l'arrivée de Drive to Survive sur Netflix qui va redorer le blason de la Formule 1. Maintenant, voyons les scandales en MotoGP. Rossi versus Marquez 2015. En 2015, Valentino Rossi, qui court chez Yamaha, fait une saison incroyable. Il a 36 ans et est à la tête du championnat. Son coéquipier, Jorge Lorenzo, est son principal rival pour le titre. Et Marc Marquez, lui, chez Honda, qui est le double champion du monde en titre, a complètement raté son début de saison avec des chutes et des erreurs et n'est plus dans la course au titre. Rossi et Lorenzo sont en plein duel d'écurie et Marc Marquez est hors du coup, enfin, en théorie. Le 18 octobre 2015, on assiste à l'une des courses les plus folles de la saison, le Grand Prix d'Australie. Lorenzo, Marquez, Lannon et Rossi s'échangent des places tout au long de la course. Marquez va gagner en dépassant Lorenzo dans le dernier tour, mais Rossi ne termine que 4e. Après la course, Rossi accuse Marquez de ne pas avoir vraiment attaqué Lorenzo pendant la majorité de la course, puis de l'avoir sauvé au dernier moment. Il dit « Je pense que Marquez ne veut pas que je gagne le titre, il veut que ce soit Lorenzo ». Bien sûr, après ces propos, ça va créer un séisme médiatique, Marquez est furieux contre Rossi et Lorenzo va défendre Marquez.
C'est le 25 octobre 2015, soit une semaine seulement après le Grand Prix d'Australie, que tout va basculer entre les deux pilotes. Pendant la course à Sepang en Malaisie, on va alors assister à un duel très tendu entre Rossi et Marquez. Pendant l'analyse vidéo, on voit Rossi regarder derrière, élargir, puis semble forcer Marquez à sortir. Son pied touche Marquez, puis sa moto heurte le guidon de Marquez, qui tombe. La direction de course considère que Rossi a délibérément influencé la trajectoire de Marquez de manière irresponsable. Rossi reçoit alors 3 points de pénalité sur sa licence, ce qui, combiné à 1 point intérieur, entraîne une sanction automatique. Il devra donc partir dernier sur la grille du Grand Prix final à Valence. Lorenzo finira par être sacré champion du monde 2015 avec 5 points d'avance sur Rossi. Après ce scandale, beaucoup d'avis divergent. Certains accusent Marquez d'avoir volontairement bloqué Rossi en Malaisie et que Lorenzo et Marquez se sont alliés pour saboter Rossi. D'autres disent que Rossi a été violent, dangereux et antisportif et qu'il a perdu son calme et sa lucidité. Rossi conclura en disant « Je perds le championnat, mais lui a perdu le respect de millions de gens ». Pedrosa Hayden 2006. Quand son coéquipier brise involontairement le rêve de l'autre. Nicky Hayden mène le championnat toute la saison, il est le leader officiel de l'écurie Honda, alors que Dani Pedrosa, lui, est rookie et débute en MotoGP après avoir dominé les catégories inférieures. À 2 courses de la fin, Hayden est en tête du championnat face à Valentino Rossi, revenu fort en deuxième moitié de saison. Pedrosa est donc censé aider Hayden dans le championnat en tant que coéquipier. Mais le 15 octobre 2006, sur le Grand Prix d'Estoril au Portugal, Hayden et Pedrosa roulent ensemble derrière Rossi et Elias. Hayden a besoin de points pour garder l'avantage avant la finale, mais Pedrosa va attaquer Hayden dans un virage droit, va perdre l'avant de sa moto et va le faire chuter. Les 2 pilotes Honda abandonnent. Après la course, Hayden va être effondré et va jusqu'à dire qu'il n'arrive pas à s'énerver, qu'il a juste mal, et Pedrosa va immédiatement s'excuser et va dire qu'il voulait simplement garder le rythme, mais pas le doubler. Du côté de Honda, c'est silence radio, aucune consigne claire n'aurait été donnée et aucune stratégie n'a été définie entre les 2 pilotes, malgré l'enjeu du titre. Beaucoup accusent Honda d'avoir saboté leur propre pilote. Heureusement pour Hayden, Rossi va chuter et offrir le titre mondial à Hayden. Daijiro Kato, une mort qui a changé la MotoGP 2003. Ce drame a marqué un tournant en matière de sécurité, mais aussi suscité beaucoup de critiques sur la gestion de l'accident par la direction de course. Daijiro Kato est un pilote japonais champion du monde de 250 cm3 en 2001. Il est très populaire au Japon et il est bien sûr soutenu par Honda depuis ses débuts. Il fera sa première saison complète en MotoGP en 2002. Le 6 avril 2003, sur le Grand Prix de Suzuka au Japon, qui est la première manche de la saison, Kato roule pour la team Telefonica Movistar Honda. Bien sûr, il est chez lui à Suzuka sur un circuit mythique, mais difficile et piégeux, notamment à cause du fameux 130R, une courbe ultra rapide avant la dernière chicane. Et au 3e tour, Kato perd le contrôle de sa Honda à plus de 200 km/h, juste après le virage 130R. Il percute violemment le mur intérieur en béton, puis glisse jusqu'à la zone de dégagement. Il subit alors un traumatisme crânien très sévère et de graves blessures à la nuque et au thorax. Il est retrouvé inconscient, en arrêt cardio-respiratoire, mais aucun drapeau rouge n'est agité. La course continue comme si de rien n'était. Les secours mettent de longues minutes à intervenir correctement, il n'y avait pas d'ambulance immédiate sur place, pas d'évacuation par hélicoptère et une très mauvaise gestion de la communication entre la piste et la direction de course. Les pilotes et les médias sont bien sûr choqués. Kato va être transporté à l'hôpital dans un état critique. Il y restera dans le coma pendant 2 semaines avant de décéder le 20 avril 2003. Après ça, Honda a été furieux contre l'organisation et quittera temporairement Suzuka et boycottera le circuit pour le MotoGP. Dorna, l'organisateur du MotoGP, met plusieurs jours à publier un communiqué et ne reconnaît aucune faute dans l'organisation du Grand Prix. Le circuit de Suzuka sera jugé dangereux pour la MotoGP et sera retiré du calendrier après 2003. Il ne reviendra qu'en 2009 après de lourdes modifications de sécurité.
La mort de Kato a conduit à une révision complète des protocoles médicaux d'urgence et le numéro 74 a été retiré de la catégorie MotoGP en son hommage. Et le dernier scandale qui touche les deux disciplines, celui des NDA. Qu'est-ce qu'un NDA? Un NDA, c'est un contrat de confidentialité qui empêche les personnes signataires de révéler certains faits, propos ou informations internes à l'extérieur. Dans la F1 et la MotoGP, ces NDA sont intégrés dans les contrats des pilotes, des ingénieurs, des membres du staff, parfois même des journalistes accrédités ou des consultants externes. Mais à quoi servent-ils? Officiellement, à protéger des secrets techniques comme l'aérodynamique, les stratégies, etc., mais aussi à éviter les fuites internes entre les concurrents et à contrôler la communication de crise. Mais en réalité, ces clauses servent aussi à étouffer des scandales internes. Interdire aux pilotes et employés de parler publiquement d'un conflit, d'un licenciement ou d'un comportement abusif et de garder le contrôle sur l'image publique des équipes et de la discipline. En Formule 1 par exemple, Oscar Piastri en 2022 en plein conflit de contrat entre Alpine et McLaren et Piastri ne peut rien dire publiquement pendant des semaines à cause d'un NDA. Ce flux alimente des rumeurs et empêche une communication claire. Les jeunes pilotes dans les filières Red Bull, Ferrari Driver Academy, etc. sont souvent liés par des NDA très stricts. Ils ne peuvent par exemple pas critiquer leur team même après un départ. Par exemple, Dan Ticktum a été viré de la Red Bull Academy après des propos jugés déplacés mais n'a jamais pu raconter toute sa version. Il y a aussi eu beaucoup de départs internes d'ingénieurs, souvent couverts par des NDA. Par exemple, des anciens Mercedes ou Ferrari ne peuvent pas dire pourquoi ils sont partis. Certains insiders affirment que des cas d'harcèlement, de burn-out ou de pression externe sont étouffés de cette manière. En MotoGP, le départ précipité de Maverick Viñales en 2021, il a été suspendu pour comportement inapproprié, soi-disant il aurait volontairement abîmé le moteur. Il part très rapidement dans un climat tendu, mais ne dit rien publiquement. Plusieurs médias affirment qu'un NDA a été signé pour ne pas nuire à Yamaha. Plusieurs ingénieurs ou chefs d'équipe ont disparu de chez Honda ou Ducati sans explication. Les journalistes les plus informés ont signalé que certains anciens collaborateurs souhaitaient parler, mais étaient légalement bloqués. Et pourquoi ces NDA sont un problème? Parce que ça protégerait parfois des comportements toxiques comme du harcèlement moral, des menaces, du favoritisme ou du sabotage sportif. Ils contribuent à une culture du silence qui déshumanise les pilotes et le staff. Des anciens ingénieurs F1 ont confié en off: on vit sous NDA comme dans un bunker, tu signes pour te taire, même quand ça va trop loin. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les plus gros scandales qui ont touché la Formule 1 et la MotoGP. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.